sommaire de cette édition, au Mali, le Premier ministre est visé par une motion de censure portée par plus d'une centaine de députés, soit une large majorité des 147 élus de l'Assemblée. En Mauritanie, le premier tour de l'élection présidentielle a été officiellement fixé au samedi 22 juillet prochain et un éventuel second tour est prévu au 6 juillet prochain. Et puis en visite en Côte d'Ivoire, Ivanka Trump, la fille du président américain Donald Trump, a annoncé une aide de 2 millions de dollars pour les femmes. Voilà pour les titres. Bienvenue à tous. Au Bénin, le journaliste Casimir Pédio, directeur de publication du journal Nouvelle Économie, a été interpellé ce jeudi par des agents de la police républicaine à son domicile. Analyste des questions économiques, il intervient sur les plateaux de Sika TV. On ignore pour le moment les raisons de son interpellation, mais des sources proches du dossier renseignent sur ses derniers écrits sur la situation d'endettement du Bénin sur le marché international. Son interpellation intervient dans un contexte où l'édition 2018 du classement mondial de la liberté de la presse, établi par Reporters sans frontières, classe le Bénin à la 96e place, soit une chute de 12 places. Toujours au Bénin, la tension reste palpable à l'approche des élections législatives prévues pour se dérouler le 28 avril prochain et pour lesquelles sont uniquement en lice les deux partis du chef de l'État, Patrice Talon. Face à cette situation inédite depuis l'avènement de la démocratie au Bénin en 1990, des voix s'élèvent de plus en plus afin que les choses soient revues et que l'opposition puisse participer au scrutin. Dans cette optique, un Front démocratique du salut en abrégé, FDS, a vu le jour ce mercredi. En son membre fondateur, une dizaine de personnalités de l'élite intellectuelle vivant aussi bien au Bénin qu'en dehors. Suivons ces objectifs à travers ce extrait. Depuis 2016, la cohésion sociale au Bénin est fortement affaiblie avec une caporalisation systématique de toutes les institutions de la République et une subordination de leurs dirigeants à la seule autorité du chef de l'État. La séparation constitutionnelle des institutions a été dévoyée. Le contrôle parlementaire de l'action gouvernementale abandonné. Le contrôle constitutionnel ne représente aucune limitation pour non-conformité des lois et des actes du gouvernement. La réalité sociologique de l'insécurité au Bénin est étroitement liée à la crise politique très grave découlant d'une réforme précipitée du système partisan sans une analyse d'impact, des implications des lois votées et le contexte sous-régional du terrorisme. Le Front démocratique du salut est une organisation non gouvernementale dont les objectifs sont 1. La résistance à toute tentative contraire aux valeurs démocratiques consacrée par la Constitution. Promouvoir les valeurs de paix et de vivre ensemble en contribuant à la sauvegarde du bien commun par le renforcement de l'état de droit, tel que promu par la Constitution du 11 décembre 1990. Restaurer le courage de l'action citoyenne au niveau des intellectuels, afin qu'ils apportent leur contribution sans faille à la défense et à la protection des acquis démocratiques et soutenir intellectuellement toutes les initiatives de la société civile et des partis politiques concourant à la résistance pour soutenir la démocratie et relancer le renouveau démocratique au Bénin. Au Mali, le gouvernement est visé par une motion de censure. Elle intervient au lendemain d'un discours à la nation du président Ibrahim Boubacar Keïta. Une motion de censure visant le Premier ministre malien Soumeylou Boubèye Maïga a été déposée à l'Assemblée ce mercredi par plus d'une centaine de députés, soit une large majorité des 147 élus de l'Assemblée. Cette motion de censure intervient au lendemain d'un discours à la nation du président Ibrahim Boubacar Keïta. Dans son allocution, le chef de l'État malien a annoncé l'ouverture d'une concertation nationale
ouverte à toutes les forces politiques et sociales du 23 au 28 avril prochain. Les initiateurs de la motion de censure accusent le gouvernement de ne pas être parvenu à mettre fin aux violences et attaques récurrentes dans le centre du pays. Les députés de la majorité sont également critiques vis-à-vis du gouvernement. Outre les questions sécuritaires, ils dénoncent des insuffisances dans la gouvernance et la mauvaise gestion de la crise dans le secteur éducatif. La prochaine étape est maintenant le vote qui, selon les délais réglementaires, aura lieu vendredi 19 avril. Reste à savoir si tous ceux qui ont signé vont voter. Ces 48 heures vont donc être capitales pour le camp du Premier ministre pour tenter de renverser la tendance. Dans le camp du RPM, on estime qu'il n'y a aucun échappatoire pour Soumeylou Boubèye Maïga, car une fois n'est pas coutume, les députés de l'opposition et de la majorité font bloc. En Mauritanie, le premier tour de l'élection présidentielle a été officiellement fixé au samedi 22 juin prochain et un éventuel second tour est prévu au 6 juillet prochain. Ces dates ont été officialisées par un décret présidentiel rendu public ce mercredi. C'est désormais officiel. Le premier tour de l'élection présidentielle en Mauritanie a été fixé au 22 juin prochain selon un décret présidentiel qui prévoit un éventuel second tour au 6 juillet. La publication du décret ouvre la période officielle de dépôt de candidature qui s'achève le mercredi 8 mai prochain. Il faut dire que plusieurs candidats se sont déjà déclarés, dont celui du parti au pouvoir, Mohamed Ould Cheikh Mohamed Ahmed, compagnon de toujours du président sortant, Mohamed Ould Abdelaziz. Face à lui, l'ancien chef du gouvernement Sidi Mohamed Ould Boubacar, le militant anti-esclavagiste Biram Ould Da Ould Abed et l'opposant historique Mohamed Ould Mouloud ont fait acte de candidature. À l'échéance du dépôt des candidatures, une liste provisoire sera publiée par le Conseil constitutionnel, accordant 48 heures pour les recours, au terme desquels la haute juridiction aura encore 2 jours pour publier une liste définitive. La campagne pour le premier tour va durer 2 semaines, du 7 au 20 juin prochain. Ancien général arrivé au pouvoir par un coup d'État en 2008, puis élu en 2009 et réélu en 2014, Mohamed Ould Abdelaziz ne peut se représenter au terme de son second mandat qui s'achève au mois d'août prochain. Ce journal se poursuit. Les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, un parti politique de la majorité présidentielle qui a ardemment soutenu la candidature du président Paul Biya à l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, a tenu un meeting à Douala. Objectif, saluer l'entrée au gouvernement de son président, Maître Jean de Dieu Momo, qui est devenu ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Reportage Narcisse Oum. Les Patriotes démocrates pour le développement du Cameroun, un parti de la majorité présidentielle, a organisé un meeting à l'esplanade du parcours Vita à Douala pour dire merci au chef de l'État Paul Biya à la suite de la nomination de son président national, Jean de Dieu Momo, au poste de ministre délégué auprès du ministre de la Justice. Aux côtés des autorités administratives, traditionnelles, municipales, politiques et des membres du gouvernement, il y avait une foule hétéroclite, avec en bonne place les militants du PADEC et du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir. C'est toute la population de Douala 5e, Douala 3e, Douala 4e, qui est derrière le ministre Momo, qui est venu dire merci au président de la République pour cette nomination. Donc c'est toute la population du PADEC qui est dans la fête. Les militants des 2 partis politiques ont presté, en entraînant dans la danse Jean de Dieu Momo, Denis Fampou, maire de la commune de Douala 2e et bien d'autres personnalités. 6 discours ont été servis avec pour dénominateur commun un appel de soutien total à Paul Biya. Dans son discours inaugural, l'homme de droit s'est mis en avocat du président de la République, expliquant que ce dernier ne peut pas satisfaire tous les Camerounais. Le président du parti Patriote démocrate pour le développement du Cameroun, tout en dénonçant les dictateurs du chef de l'État,
a convié les jeunes à se tourner vers le secteur privé. Le chef de file du PADEC n'a pas laissé passer l'occasion de surfer à son tour sur le vivre ensemble, la rengaine imposée par le contexte sociopolitique au Cameroun. Dans cette offensive contre les discours haineux, Laurent Esso, ministre de la Justice et coordonnateur départemental du RDPC dans le Vori, a apporté sa pierre à l'édifice. On reste au Cameroun où la ville de Rumzu, premier producteur des pommes de terre dans la région de l'extrême nord, est située dans le département de Mayo-Tsanaga, arrondissement de Mogodé. Dans cette ville touristique située entre deux montagnes loin de Rumsiki, les enfants meurent par manque d'eau. Les forages qui ont vu le jour depuis plus de 10 ans ne fonctionnent plus et la mare d'eau qui a été auparavant réservée aux animaux est en fin de compte utilisée par les habitants. On retrouve Narcisse Oum, notre correspondant au Cameroun, pour le reportage. Un père de famille a perdu 4 enfants qui étaient à la recherche de l'eau au fond d'un puits traditionnel il y a une semaine au village Wawode, dans l'extrême nord du Cameroun. Un drame qui est venu mettre en lumière les difficultés d'accès à l'eau potable dans cette région. Vous voyez maintenant plus de 10 km que les petits-enfants âgés de 6 ans parcourent pour aller chercher de l'eau. Ici, les habitants sont obligés de creuser un trou pour avoir une petite quantité d'eau pour survivre. Et c'est précisément dans ce trou creusé de façon traditionnelle que 4 enfants ont trouvé la mort suite à un éboulement. Le seul point d'eau du coin jadis réservé aux animaux est dorénavant la source de ravitaillement des habitants. Nous souffrons vraiment de manque d'eau. Vous voyez cette eau que nous sommes en train de boire. Et nos enfants souffrent vraiment de maladies de ventre. Et ils meurent en divagation. En attendant l'aide du gouvernement, les populations se sont retrouvées pour une petite quête afin de créer un forage. Pendant que les hommes offraient quelques biens de banque, les femmes donnaient du maïs, les arachides, du mil et bien d'autres contributions au comité de développement afin d'avoir 1 à 2 forages. Et le but de notre comité, c'est quoi? C'est que nous voulons se battre, avoir sensibilisé les populations, avoir tout le peu qu'ils peuvent apporter avant de donner notre doléance au gouvernement. Mais la caisse de ce comité seul ne peut résoudre le problème de 30 000 âmes de la ville de Rumzu, premier producteur des pommes de terre dans la région de l'extrême nord du Cameroun. Pour finir cette édition, le premier sommet ouest africain sur l'entrepreneuriat féminin s'est tenu ce mercredi à Abidjan et ce, en présence d'Ivanka Trump. Alors qu'elle prenait part au premier sommet régional du WEFI, l'initiative pour le financement de l'entrepreneuriat féminin, Ivanka Trump a annoncé ce mercredi en Côte d'Ivoire une aide de 2 millions de dollars pour les caisses d'épargne de femmes dans le secteur du cacao. Les 2 millions de dollars promis permettront de créer 300 caisses d'épargne solidaire pour les femmes dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire et permettront aussi à 500 caisses déjà existantes d'avoir accès au marché financier. Il ne s'agit pas d'une question de femmes, mais de la croissance et de la prospérité des nations, de la sécurité des pays. Et c'est un enjeu humain. Quand l'Afrique saura faire valoir pleinement ses femmes, elle volera avec 2 ailes. Les voix des femmes ne seront plus entendues à l'arrière-plan. Leur esprit d'entreprise sera très visible et leur détermination à prospérer et à réussir sera tout simplement inébranlable. Quand les femmes gagnent, l'Afrique gagne. Les participants au sommet ont exhorté les États à engager des réformes juridiques et réglementaires pour proscrire toute discrimination dans l'accès aux services financiers fondés sur le sexe ou la situation matrimoniale. Lever les restrictions au travail des femmes, en particulier dans l'agriculture. Conférer les mêmes droits aux femmes et aux hommes en matière de propriété. Fille et conseillère du président américain Ivanka Trump achevait mercredi un séjour de 2 jours en Côte d'Ivoire où elle a rencontré le vice-président Daniel Kabla-Duncan après avoir passé 2 jours en Éthiopie pour promouvoir le programme WGDP, un programme mis en place en février 2019 qui vise à aider à l'autonomisation économique de 50 millions de femmes dans le monde d'ici 2025.
Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.